Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Les Tchadiens dans l'attente de la mise en place du Conseil national de transition. Le lancement accuse beaucoup de retard à quelques mois des élections prévues entre juin et septembre 2022, date limite de la transition. Grand remaniement ministériel en Afrique du Sud par le président Cyril Ramaphosa. Quelques jours après les émeutes, une dizaine de changements ont été opérés à la tête de ministères. Vers une reprise de la croissance économique au Kenya, 6,6% au terme de cette année contre 0,6% en 2020. Explication à suivre dans ce journal. 78 personnes libérées en Côte d'Ivoire dans un discours prononcé la veille de la fête de l'indépendance. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé ce vendredi la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire de 69 détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les mots du président ivoirien qui a également gracié 9 autres détenus. Nouveau geste d'apaisement de la part du président. Cette libération avait été demandée par les leaders de l'opposition, les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Près de 4 mois après la mort du président Idriss Déby Itno, le processus de transition, s'il n'est pas à l'arrêt au Tchad, il est pour le moins au ralenti. Ainsi, l'objectif d'élection générale dans 18 mois pourrait s'éloigner en cause les doutes de certaines formations sur la probité du Conseil de transition nationale. Voyez ce reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Au Tchad, la société civile veut jouer sa partition pour contribuer à accélérer la mise en œuvre des institutions de la transition. Une dizaine d'organisations et d'acteurs de cette corporation ont initié un groupe de réflexion dénommé Tchad, notre patrimoine, pour faire des propositions et mener des actions citoyennes en faveur de la paix et de la démocratie. L'objectif, selon les initiateurs, est de contribuer à préserver les acquis politiques et sensibiliser les différents acteurs pour la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Nous avons décidé que vraiment pour accompagner, pour soutenir ces processus de transition, et nous avons jugé utile de créer ce groupe pour apporter nos contributions en termes de réflexion, en termes de propositions, en termes aussi de soutien et d'action en faveur pour cette transition. Et quels sont les objectifs visés à travers notre organisation? D'abord, c'est soutenir le processus de la transition en cours. Une initiative saluée par l'opposition et les autorités, mais certains estiment que le nœud du problème actuellement est la mobilisation des ressources nécessaires pour soutenir les dépenses de la feuille de route, estimée à plus de 840 milliards de francs CFA. Pour le groupe de réflexion Tchad, notre patrimoine, il faut au préalable aider à élaborer les cadres politiques et juridiques nécessaires avant de mobiliser les partenaires pour le financement. Pour la paix, pour la sécurité de notre pays, la stabilité, l'intégrité territoriale et aussi la continuité de l'État. Si aujourd'hui l'État continue à fonctionner normalement, si la paix aujourd'hui règne dans notre pays, la stabilité, je crois qu'il y a des hommes à leur tête, le président du Conseil de transition, qui sont en train de mener un travail, une mission qui est vraiment encouragée par tous les Tchadiens. Pour rappel, en dépit de l'implication active des partis politiques de l'opposition dans le processus de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, un consensus peine à se dégager pour aller à l'essentiel, alors que le calendrier prévoit la tenue des élections d'ici septembre 2022. L'ancienne équipe a été depuis plusieurs mois sous l'effet des critiques, notamment durant les émeutes de juillet. C'est ainsi que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé ce jeudi un remaniement gouvernemental. 10 nouveaux ministres ont été nommés. Autre changement très remarqué, la suppression du ministère de la Sécurité de l'État. Et Nosis Mpasa Nkakula, la ministre de la Défense, fait quant à elle les frais des émeutes. Elle est remplacée par l'actuelle présidente du Parlement, Philomène Tine.
un important remaniement gouvernemental en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a nommé une dizaine de nouveaux ministres, notamment à la santé, la défense et aux finances jeudi soir. En effectuant ces changements, il cite la nécessité d'administrer efficacement la vaccination contre le Covid-19, de reconstruire l'économie et d'assurer la paix et la stabilité à la suite de la récente flambée de violence et de destruction dans certaines parties du pays. Deux éléments justifient le remaniement gouvernemental sud-africain. Le premier élément est d'ordre économique. Il s'agit de cette gestion difficile de la crise du coronavirus, mais aussi la question de la corruption qui a secoué le pays. Le deuxième élément est d'ordre sécuritaire, notamment la gestion qui a été un peu plus ou moins bien des différentes émeutes. À travers ce remaniement, le président envoie un message fort à la population et au sein même de son parti pour montrer que non seulement il y a une possibilité de nouveau départ, mais aussi et surtout renforcer son pouvoir et asseoir une sorte de nouvelle crédibilité à ce pouvoir-là. Le remaniement du gouvernement sud-africain intervient après les émeutes d'une semaine dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng en juillet dernier qui ont fait au moins 337 morts et causé des destructions généralisées à l'économie et aux infrastructures en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a ainsi aboli le ministère de la Sécurité d'État. Désormais, l'agence de sécurité d'État est directement rattachée à la présidence. Les attentes des Sud-Africains vis-à-vis de ce nouveau gouvernement sont multiples. Les plus épineuses de ces attentes sont la lutte contre le chômage, une gestion améliorée de la crise du coronavirus, la sécurité particulièrement des citoyens et surtout la lutte contre la corruption. Les ministres des Finances et de la Santé sud-africains sont également écartés du gouvernement. D'ailleurs, l'ex-ministre de la Santé a fait l'objet d'accusations de corruption dans le cadre de la lutte contre la pandémie et était depuis 2 mois en congé spécial. L'actualité sud-africaine marquée également par l'hospitalisation depuis vendredi de Jacob Zuma placé sous observation médicale, indique un communiqué du département des services correctionnels sans plus de détails au sujet de cette hospitalisation qui intervient peu avant la reprise dans quelques jours du procès de l'ancien président. Jacob Zuma doit comparaître devant la justice pour l'affaire dite des Spy Tapes dans laquelle il est accusé de détournement de fonds, des accusations qui remontent à 1999 concernant cette rocambolesque affaire de vente d'armes qui implique directement le géant français Thales. Et depuis la réouverture des poursuites en 2018, le procès a été repoussé près d'une dizaine de fois. Déplacement du chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra ce jeudi au Rwanda, une visite officielle au cours de laquelle il a été reçu par le président rwandais Paul Kagame. Objectif de cette visite, le renforcement des liens qui existent déjà entre les deux États, notamment sur le plan de la coopération sécuritaire et en ce qui concerne aussi le partenariat dans le secteur des mines. Et au terme de l'entretien entre les deux présidents, plusieurs protocoles d'accords bilatéraux ont été annoncés. Nathalie Moore. La coopération bilatérale entre le Rwanda et la République centrafricaine est de plus en plus dynamique. Les deux pays ont signé 3 nouveaux accords de développement économique et un accord sur la réforme des systèmes de sécurité centrafricains lors de la visite d'État du président Faustin Archange Touadéra au Rwanda le 5 août 2021. Le Rwanda s'est récemment illustré par sa volonté de participer à la stabilisation de la RCA avec le déploiement de 750 soldats au sein de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Un geste hautement salué par le chef d'État centrafricain. J'ai remercié donc le peuple rwandais pour ce soutien à la République centrafricaine, soutien à la démocratie dans ces deux dimensions qui ont une chacune leur importance. Un accord de coopération en matière de planification économique, un protocole d'accord pour l'exploitation minière et un accord de coopération dans le transport aérien lient désormais les deux pays. C'est dans le sens de la politique d'intégration économique de l'Afrique promue par le Rwanda. La République centrafricaine, elle, est venue présenter ses atouts économiques à son partenaire rwandais, son riche potentiel minier notamment. Soutenir le développement économique à travers le continent est essentiel pour notre succès à tous.
Le Rwanda a l'ambition d'étendre notre partenariat stratégique avec à la clé des résultats tangibles dans les années à venir. With the tangible results in the years ahead. La coopération économique entre le Rwanda et la RCA a pris un nouveau tournant en 2019. La RCA et le Rwanda veulent construire un modèle de coopération sud-sud basé sur la solidarité et le partage. Pour attirer des capitaux rwandais, la Centrafrique promet des exonérations fiscales allant de 3 à 10 ans aux investisseurs rwandais. Le gouvernement kényan table sur une croissance de 6,6% en 2021 contre 0,6% en 2020, une reprise économique qui devrait donc être relativement importante grâce à un environnement macroéconomique qui serait beaucoup plus stable, soutiennent les autorités, malgré l'impact économique de la crise sanitaire. Mildred Diamouf. Malgré une année 2021 caractérisée par des incertitudes dues au coronavirus, l'économie kenyane va connaître une croissance élevée. Selon les données gouvernementales publiées le 5 août 2021, la croissance économique du Kenya devrait se chiffrer à 6,6% en 2021 contre seulement 0,6% en 2020. Ceci représente l'une des croissances les plus élevées en Afrique pour l'année 2021. Les prévisions de croissance du Kenya en 2021 sont réalistes et sont basées sur la spécificité de l'économie kenyane face à un environnement assez morose en 2020. Cela est dû au fait que les lendemains, la situation post-Covid est très avantageuse pour le Kenya parce que le Kenya a une économie hub, c'est-à-dire le Kenya a une économie qui draine toutes les économies de l'Afrique de l'Est et profite du décollage de ces économies et avec un effet multiplicateur qui fait profiter encore plus l'économie kenyane que les autres pays environnants. Les données précisent que cette reprise sera soutenue par un environnement macroéconomique stable ainsi que par les investissements en cours dans le programme de développement national Big Four Agenda. Les conditions météorologiques favorables et la hausse des exportations de cette année permettront également de soutenir la production agricole du pays. Le Kenya a le port de Mombasa qui est le poumon de toute l'Afrique de l'Est et le Kenya a une économie assez diversifiée qui a été un peu en berne pendant la situation de la crise Covid en 2020 mais qui devrait logiquement décoller de façon assez exponentielle au lendemain de l'ouverture des barrières et des situations fermées du Covid. Ce qui explique que le Kenya peut s'attendre à un taux de croissance peut-être beaucoup plus élevé que celui de plus de 6% pour avoisiner en 2022-2023 7 à 8% et pourquoi pas en 2025 une croissance à 2 chiffres. Donc ceci peut s'expliquer rien que par non seulement la compétitivité de l'économie kenyane mais le fait que le Kenya a une économie hub dans toute l'Afrique de l'Est. Le Kenya a connu une reprise économique relativement forte au cours des 3 premiers mois de 2021. Selon le Trésor public, la reprise économique du Kenya pourrait aussi être attribuée au progrès de la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui devait permettre à l'économie de rebondir à plus de 6% en moyen terme. Médaille olympique historique pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Ouganda. L'athlète burkinabé Hugues Zongo et l'Ougandaise Perut Chemutai ont remporté respectivement le bronze en triple saut et l'or aux 3000 mètres steeple aux Jeux olympiques de Tokyo. Mildred Diamouf. Au terme d'une course sur 3000 mètres steeple avec un chrono de 9 minutes 1 seconde, l'athlète ougandaise Perut Chemutai a remporté le 4 août 2021 la 3e médaille d'or de l'histoire de son pays, la première depuis 2012 aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. À seulement 22 ans, la steepleuse devient ainsi la première athlète ougandaise à remporter une médaille olympique. Pour être honnête, le coronavirus n'a pas aidé les athlètes africains dans la préparation de ces Jeux olympiques. Le report d'un an a plombé certains, a refroidi certains. Et malgré tout, grâce aux résultats qu'on a enregistrés, notamment la première médaille olympique du Burkina Faso grâce à Fabrice Zango, on comprend bien que n'eût été ce report, n'eût été cette année difficile entre 2020 et 2021, l'Afrique aurait bien pu faire mieux à travers les résultats. Il faut notamment
notons au passage que la Côte d'Ivoire a pu tenir tête au Brésil pour ce qui est du football, que la Tunisie a décroché l'or grâce à Ahmed Afnaoui au 400 mètres nage libre. À la surprise générale, la Sud-Africaine Tadjana a décroché l'or aux 200 mètres. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a offert le 5 août 2021 la toute première médaille olympique de son pays en raflant le bronze en triple saut. En lutte, l'Égyptien Mohamed Ibrahim El Saed a décroché le bronze chez les moins de 57 kilos. Il s'agit de la 3e médaille olympique de l'histoire de son pays. L'Afrique pouvait faire mieux. L'Afrique a marqué les esprits pendant cette compétition, mais ça a bien été compliqué parce qu'on le sait, avant la compétition, il y a eu des regroupements qui pouvaient permettre aux athlètes de mieux se préparer, des regroupements annulés ou même reportés à une date ultérieure. Ceci n'a pas facilité la tâche et au passage, on peut noter des zéros pointés comme celui du Cameroun parce que la Cameroun Olympic Team a connu une préparation chaotique et derrière, on était obligé de rentrer bredouille. Le Kenyan Emmanuel Kori est devenu champion olympique du 800 mètres en 1 minute 45 secondes. L'athlète libérien Joseph Fanboulé a battu le record national 19 secondes 98 à la finale du 200 mètres et s'est classée 5e. La Kenyane championne olympique en titre Faith Kipyegon et l'Éthiopienne Freweni Gebrselassie ont réalisé les meilleurs chronos des demi-finales du 1500 mètres. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.